J'ai créé le groupe Feel Good il y a 10 ans et je crée des business qui, pour moi, ont un impact. Et c'est comme ça, il m'a dit, madame, laissez-moi venir demain avec 2 copines, puis on va vous montrer. J'ai eu tellement d'anges gardiens qui se sont mis sur mon passage. La vie apporte des challenges, mais elle t'apporte toujours ceux dont tu as besoin pour te faire grandir. Dieu merci, j'ai vécu tout ça. Ça m'a tellement appris. Ça m'a tellement fait grandir. On n'achète pas Rose Infinie pour porter Rose Infinie. On achète Rose Infinie pour manifester l'abondance dans sa vie chaque jour. De faire le tri tous les jours dans nos pensées pour créer une réalité sympa dans notre vie et aller vers le succès qu'on a envie d'atteindre. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Farhana. Bonjour, bienvenue dans le podcast. Bonjour Axel, merci pour l'invitation. Alors, j'ai généralement l'habitude de commencer de la même manière. Est-ce que tu peux te présenter à nous avant qu'on démarre un petit peu notre discussion ? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Farhana Ghulam Ali, plus connue sous le nom de Farhana Feel Good. J'ai créé le groupe Feel Good il y a 10 ans et je crée des business qui, pour moi, ont un impact. C'est important pour moi d'avoir des business qui changent des choses dans la vie des gens, spécialement dans la vie des femmes, et pour mettre en avant Madagascar. Et puis, je suis une maman d'une petite fille qui s'appelle Sophia et je suis en couple avec un homme merveilleux. Mais je pense que le groupe Feel Good, on aura le temps d'en parler dans notre conversation. Carrément. Peut-être, aujourd'hui, t'es entrepreneur, t'es chef d'entreprise, tu diriges un groupe. Est-ce que c'est un environnement dans lequel t'as grandi depuis que t'es petite ? Est-ce que dès ton adolescence, tu savais que c'était ça que tu voulais faire ou t'avais un autre dream job quand t'étais plus jeune ? Alors, je me rappelle pas avoir rêvé d'être entrepreneur. Par contre, oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs et donc mes parents parlaient tout le temps de leur challenge d'entrepreneur. Donc moi, j'ai tout entendu, tout vécu depuis que je suis petite sur ce qui se passe. Alors eux, ils étaient importateurs, mais tout ce qu'ils ont vécu, je baignais dedans tout le temps. Oui. Donc c'est quelque chose qui est très familier, le sens du commerce et tout ce qu'on traverse quand on est entrepreneur. Après, est-ce que c'était mon rêve ? Non, pas forcément. J'ai commencé d'ailleurs en étant salariée avant d'être à mon compte. D'accord. Donc en fait, c'était quoi un peu ton parcours académique Oui, académique. Alors, je suis née à Paris, j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir mon stage de fin d'études qui était à Miami pendant 6 mois. Donc, c'était un très, très sympa comme premier stage. Ah, il y a pire, hein. Et voilà, c'est ça, 6 mois à Miami. Et donc, ça m'a donné vraiment le goût de travailler à l'étranger, déjà avec ce premier stage-là. Okay. Et puis après, mon premier job, également très tourné vers l'international. Ok, mais là t'étais revenue en Europe du coup à ce moment-là ? Oui, ouais. Après mon stage, je suis revenue à Paris, j'étais basée à Paris, mais mon premier job, c'était chef de produit Europe pour la maison Ediard, qui est une maison de gastronomie française. Et puis, donc, je voyageais d'abord en Europe pour ouvrir des franchises en Europe. Donc ça aussi, premier job, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. J'avais été remarquée par quelqu'un lors de mon stage chez Lancel cette fois-ci et il m'a appelée pour ce premier job et ça a été mon mentor qui m'a appris beaucoup de choses dans le travail. Et alors après l'Europe, j'ai été promue directrice de l'export à l'international, donc directrice de développement international. Et là, mon job, je crois que j'avais 20 et quelques, c'était voyager partout dans le monde pour ouvrir des franchises. Et donc là, j'ai voyagé partout dans le monde. Ah oui. J'ai fait, 60, 62, 63 pays. Ah quand même. Ouais, ah oui, ah oui. Vraiment, là, c'était mon job. Je voyageais pour aller ouvrir les franchises, sélectionner les partenaires et m'assurer que les conditions étaient respectées par rapport à la maison mère, qui était une maison de luxe. Selon toi, quelle est la chose la plus importante en fait que t'as appris lors de ton premier job? Donc quand t'étais du coup chef de produit. J'ai appris tellement de choses. J'ai eu la chance d'avoir un super mentor qui était le vice-président d'Ediard. J'ai appris la rigueur. Je me rappelle d'une anecdote. Notre siège était place de la Madeleine. Et je me rappelle d'une anecdote où je suis arrivée en retard à un rendez-vous. Je pense que c'était genre 2-3 minutes en retard.
Et il me l'a fait payer, mais vraiment, pour m'apprendre que non, dans le boulot, en fait, on n'arrive pas en retard. Et pareil, cette leçon de ponctualité et donc de rigueur, je l'ai eu aussi quand j'ai voyagé au Japon. Ediar, son plus gros client, c'était les Japonais. Et donc, j'ai été envoyée au Japon et alors, c'était très, très difficile parce que j'étais jeune, femme, et les Japonais, c'était très macho à l'époque. Donc déjà, à la base, en tant que jeune et femme, j'avais aucune crédibilité. Mais en plus, je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard parce que l'ascenseur n'arrivait pas. Je suis arrivée, franchement, 2 ou 3 minutes, pareil, en retard. C'était terrible. Ah ouais. Ah ouais, je l'ai senti pendant tout le voyage. J'en ai pleuré. J'ai appelé mon patron dans les toilettes en disant on est en train de perdre le client. Au secours, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais hyper mal. Et là, ça m'a vraiment servi de leçon. Ah ouais. Ah, déjà, je confirme. Elle est vraiment arrivée avant l'heure qu'on s'était fixée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est resté. Mais quand t'es rentré dans cette salle justement au Japon, tu sentais vraiment que bon, déjà t'étais pas très welcome quoi, de certaine manière. C'est pas que ils étaient pas friendly, c'est juste que j'étais là pour donner des guidelines, j'étais là pour expliquer comment il faut faire. Et donc, alors j'ai ressenti ça dans auprès de plusieurs cultures, aux Émirats Arabes Unis aussi. Quand j'ai commencé à Dubaï, j'ai ouvert ma première franchise à Dubaï, je suis arrivée dans une salle, il y avait, je sais pas, peut-être 10, 12 Émiratis, hommes d'un certain âge, donc tous habillés en émirati, et moi, la petite jeunette, avec mon petit tailleur et mon attaché-caisse, j'arrive dans la salle de conférence. Je crois qu'ils se sont regardés, ils se sont dit, mais c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, elle? Qui ils ont envoyé, là? Allô, il est où le gars, là? Il est où le patron? Vous avez envoyé la secrétaire, maintenant il est où le boss? mais aux Émirats Arabes Unis, à partir du moment où j'ai expliqué, j'ai commencé à parler de mon job, j'ai eu du crédit. J'ai été écoutée. Et je pensais pas, en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus, j'allais avoir plus de mal, de préjugés masculins. Et en fait, non, pas du tout. Les Émirats Arabes Unis, ça passait très bien. Le Japon, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. Et peut-être justement, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils justement pour ces jeunes, tu vois, justement, qui occupent des responsabilités, qui doivent, à un moment donné, se présenter devant des partenaires, devant des prospects ou des clients. Et bon, bah, effectivement, tu vois que, t'es la personne la plus jeune dans la salle, que t'as peut-être pas autant d'expérience professionnelle que tes interlocuteurs. Comment est-ce que tu fais pour garder ton composure, enfin pour être, pour rester déjà d'un point de vue extérieur crédible, et après même dans ce que tu partages, Alors, à mon sens, on ne peut pas changer ce qui ne peut pas être changé. On peut pas prétendre que on va changer les préjugés, que on va prétendre ce que les gens pensent dans la société. Par contre, là où on a du pouvoir, c'est d'être compétent. Et pour moi, la réponse à tout, c'est la compétence. C'est-à-dire que on peut pas se plaindre de parce qu'il m'a pas bien, parce que je suis une femme, parce que je suis jeune. Oui, mais est-ce que tu as été compétente? Est-ce que tu as prouvé que tu as du talent et que ce que tu dis, c'est crédible? Et parfois, les jeunes doivent bosser plus pour avoir de la crédibilité. Peut-être, parfois, le monde est ainsi fait. Une femme, quand elle va se présenter, elle aura peut-être moins de crédit devant une assemblée d'hommes ou dans un métier d'homme. À elle d'être compétente. À elle de montrer qu'elle a du talent, à elle de montrer, on est dans un monde où c'est un monde de méritocratie. Et moi, je suis très attachée à ça, la valeur travail. Si tu bosses, ça marche. Qu'est-ce que tu dirais, alors, c'est ce que tu dis, ça résonne profondément, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, je sais pas si c'est l'influence des réseaux sociaux ou quoi, mais ils voient des trucs, genre des vidéos, par exemple, où la personne est devenue millionnaire en littéralement 3 jours, ils se disent... Comment ça? À quoi ça sert de bosser dur? Pourquoi je vais aller me casser la tête? Si je peux, tu vois. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes? Parce que vraiment, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment perdus dans cette illusion-là, en fait, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de travail. Moi, je pense que les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages et qu'il faut en tenir compte, mais il y a aussi des inconvénients, comme dans tout. Et les réseaux sociaux, parfois, vendent de l'illusion, vendent du rêve. Il y a des nouveaux métiers qui existent. Ce n'est pas faux. Il y a des influenceuses qui ont réussi, qui sont payées aujourd'hui 70 000 € juste pour faire une photo avec un sac. Ça, c'est vrai. Donc, la jeune fille qui va me dire, moi, j'ai pas envie de travailler dans un bureau 8 heures par jour, ça m'intéresse pas, je préfère être influenceuse. Tu peux. C'est des nouveaux métiers qui existent, on ne peut pas renier ça. Toutefois, ça demande du travail. Même l'influenceuse qui a 1 million de followers, elle a une discipline, elle a des choses à faire, elle fait des efforts, elle met du travail dans son métier, quel que soit le métier. Et donc, je suis un peu contre cette illusion que
véhiculent les réseaux sociaux, surtout voilà Instagram, TikTok, où moi parfois j'ai des messages, je reçois des messages de jeunes filles, de jeunes surtout, qui me disent mais ta vie est magique, on te voit à Las Vegas, tu postes des trucs, tu voyages tout le temps, tu es libre, Ouais, mais derrière, il y a du boulot, il y a des inquiétudes, il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a des doutes. C'est pas vrai que je suis toujours au top et que je suis une entrepreneuse à succès. Il y a du travail derrière, il y a des galères derrière. Et ça, je pense qu'il faut aussi le dire. Parce que on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour dire la vérité. Sinon, on peut pas inspirer, en fait. On peut pas montrer la voie. La voie, c'est aussi du travail. Ouais. Ah, merci pour ce message plein de bon sens. Alors, là, tu t'es passée donc directrice au niveau de Ediar. Après, c'est quoi un peu la suite de ton parcours? La suite, oh là là, c'est un peu comme un film, moi, ma vie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai voyagé comme ça pendant 5 années. Et au bout de 5 années, j'en avais un petit peu marre de voyager. Alors, ça peut paraître bizarre parce que je voyageais dans de très belles conditions, dans les plus beaux hôtels, rencontrer des gens extrêmement intéressants, ça m'a énormément appris. Mais au bout de 5 ans, j'étais fatiguée parce que je prenais un avion toutes les semaines, 9 heures, 12 heures de vol. Je me suis retrouvée une fois dans un avion et j'ai eu un blackout. J'ai dû appeler l'hôtesse pour demander où est-ce qu'on allait. Je ne savais plus la destination. Je prenais comme un taxi, en fait. Ah ouais. Je savais pas, mais je suis restée stuck. C'est effrayant, parce que je me dis, mais on devient fou, quoi. Je sais pas où je vais. J'ai demandé à l'hôtesse où est-ce qu'on va. Et je me suis dit, non, là, en fait, il y a un truc qui déconne. J'ai plus envie de ça. J'ai envie de plus de stabilité, de me poser. Mais aussi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un peu un concours de circonstances. C'est que j'ouvrais des franchises aux Émirats Arabes Unis. Okay. Et donc, j'étais à la 5e franchise. Donc, j'avais ouvert Dubaï, Abu Dhabi, plusieurs. Et donc, j'allais beaucoup plus dans cette destination-là qu'ailleurs, puisque j'avais 5 franchises. Et quand j'allais là-bas, c'était extrêmement dynamique. Il y avait plein de trucs qui se passaient. D'un voyage à l'autre, entre 15 jours, je voyais des tours qui étaient construits. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et quand on est jeune, on est dynamique, on a envie de ça. Quand je revenais en France, j'avais l'impression que c'était mort, que c'était plat, que c'était rien qui bougeait. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais une RTT le vendredi. Et je bossais là-bas, vendredi, samedi, dimanche, parce que là-bas, on bosse samedi, dimanche. Et donc, je réalisais des choses là-bas incroyables en 4 jours. Wow. Et quand j'ai vu ça, j'ai demandé, en fait, au président de Ediar de représenter la marque Ediar aux Émirats Arabes Unis en tant qu'agent exclusif. Donc, de prendre la représentation de la marque en déménageant à Dubaï, en allant m'installer là-bas, mais à mon compte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être à mon compte. Lui, il a été, enfin, la personne a été réticente à l'idée ou tout de suite, en fait, alors, elle a accepté, au début, on n'a pas trop compris ma demande, mais mon dossier était bien fait et surtout avec des chiffres qui étaient pertinents. Les chiffres que j'exposais montraient que clairement c'était beaucoup plus rentable pour eux de faire ça et que moi je puisse de Dubaï fournir tous les pays du Golfe. Le Qatar, Casablanca, etc. Partout où on avait des franchises. C'était beaucoup plus intéressant. Donc, ils ont dit OK et j'ai déménagé à Dubaï. Mais à ce moment-là, en tant qu'agent, là, du coup, tu perçois plus de rémunération fixe tous les mois et c'est vraiment à la perte, à mon compte, à la commission. À la commission? Ouais. C'était ça l'idée. Ça te faisait pas trop peur quand même Non, alors, ce qui était un petit peu audacieux, c'était de partir dans un pays émirati seul, parce qu'en général, c'est avec ses parents ou avec son père. Alors d'ailleurs, on me demandait toujours quand je m'étais installée là-bas, c'est avec ton conjoint ou avec ton frère ou avec ton père, mais non, moi j'étais partie seule. Donc déjà, ça c'était ça c'était audacieux. Mais après, non, parce qu'il y avait quand même déjà des clients existants. Je partais pas de zéro où je devais aller démarcher. Il y avait des clients qui étaient existants que je connaissais déjà, que je suivais déjà. Donc normalement, c'était pas trop risqué. Mais eux, justement, c'était déjà des clients. Je devais les suivre. Et j'avais des commissions. Okay. C'était que, après, ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était ça. C'était ça l'histoire. Donc, j'ai déménagé à Dubaï. Et puis, alors là, grosse surprise de la vie, plus de nouvelles. Plus de nouvelles d'Ediar. Zéro. Plus de réponse, rien. Je prends l'appart à côté de la boutique Ediar à Bourjouman. Plus de réponse. Oh. Ah ouais. Et là, j'étais pas bien. J'étais désespérée. Je savais pas qu'est-ce que je vais faire. Et là, j'ai eu de la chance. Parce que mes parents m'ont dit, écoute, le temps que tu te retournes, le temps que tu trouves quoi faire,
pour les frais de base, on est là. Mhm. Et donc, j'avais quelques mois pour trouver autre chose, un autre boulot. Et j'avais pas d'idée, par contre. C'était l'inconnu total. Et puis, la vie a fait que mes parents m'ont demandé de me renseigner sur des prix pour un investissement immobilier. Ok. Ils m'ont dit, puisque t'es là, renseigne-toi un peu, on aimerait bien acheter un petit bien. Et j'ai commencé à me renseigner. Ils ont acheté un premier bien. Et puis, Dubaï était en plein essor à cette époque. Et donc, au fil du temps, pour faire court, je suis devenue experte en immobilier. Parce que j'ai reçu la demande de l'oncle, de la tante, du copain Et à chaque fois, ce que je conseillais, c'était top. Parce que, je connaissais de plus en plus où il fallait investir, où on gagnait de l'argent, j'avais les bons filons. Donc, plein de gens ont investi avec moi. Puis après, il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée, tu devrais faire ça, ton métier, en fait. Sois agent immobilier. Ouais. Et comme ça, tu touches des commissions à chaque fois que tu conseilles des biens. Donc, j'ai créé une société de conseil en investissement. Et, alors là, Dubaï était vraiment en plein boom. Et alors, je donnais des conseils à des clients où ils faisaient du 100% en une semaine sur leur argent. Quand tu fais du 3% en plaçant ton argent en France et encore avec un très très bon investissement. Ouais. Et donc moi, j'étais en mode, en fait, dans ma vie, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai découvert quelque chose, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc, il faut que je le dise, en fait, il faut que je le dise à tout le monde. Il faut que je dise à tous mes potes en France que arrêtez de mettre 3% à la banque en France, quoi. Arrêtez, là, on fait 100% en une semaine. Et pourquoi on faisait 100%? Parce qu'en fait, on achetait des projets comme en VFA. Donc, en fait, on mettait un down payment pour bloquer le bien. Mais moi, j'avais les filons de savoir de connaître le bien en pre-launch. Et donc, entre le pré-lancement et le lancement, déjà, il y avait une plus-value. Donc, c'était pas de la vente sur plan, le truc, le bien était, c'est la vente sur plan, du coup. Sur plan. Ok. Donc, en fait, on fait de la plus-value au fur et à mesure que le projet avance. Waouh. Ok. Et donc, je donnais les bonnes informations à mes investisseurs et ils ont gagné beaucoup d'argent. Tous mes clients gagnaient beaucoup d'argent. Et très vite. Et donc, du coup, j'ai beaucoup grandi comme ça, financièrement. Tu fais du 100%, non, franchement, je suis... Alors, c'était pas tout le temps 100%, mais on faisait des affaires en or, quoi. Oui, mais franchement, même dans la crypto, je sais pas si j'ai fait ça. C'est ça, c'était incroyable. Et alors, il y a des gens qui me disaient, non, mais Farhana, c'est une bulle, c'est de la spéculation, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et moi, j'écoutais rien. Parce que je me disais, mais ok, toi, tu me donnes ce conseil, mais en attendant, ce qui arrive sur mon compte tous les jours, c'est un truc incroyable. Donc, moi, je le vois. Donc, t'es gentil, mais... Ouais, c'est ça. Mais non, quoi, je vais continuer, en fait. et donc, à ce moment-là, toi, j'imagine, comme tu disais, l'avantage, en fait, c'est que tu avais quand même des infos en mode pre-launch. Et ça, c'est parce que, donc, tu t'étais vraiment tissé, je pense, j'imagine, un réseau, en fait, de confiance. Oui, j'avais les informations, oui. Et ça, je pense aussi, ça démontre aussi dans le monde des affaires, toute l'importance des relations humaines qu'on arrive à créer et entretenir. C'est vrai, les gens me faisaient confiance, ils m'ont tout de suite adoptée. J'étais la Frenchie. D'ailleurs, mes projets immobiliers, c'était la French Touch, parce qu'après, donc oui, ça a beaucoup compté. Et justement, c'est après que dans mon réseau relationnel, quelqu'un m'a dit, écoute, je te donne une opportunité, là, arrête d'être agent immobilier, on va faire de la promotion immobilière. Et donc, je suis devenue promoteur immobilier. J'ai acheté un terrain de plusieurs millions d'euros sans en parler à personne. Je me dis vraiment, à l'époque, j'étais quand même... J'ai acheté un truc, j'ai mis un down payment de 100 000 euros et j'ai appelé mon père et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais acheter un terrain. Ah ouais. Et donc, j'ai acheté un terrain, je me suis formée à la promotion immobilière, je me suis entourée des bons partenaires, du bon architecte, du bon constructeur. J'ai commencé l'étude de sol. J'ai fait 2 tours comme ça et on était très très Frenchy, donc ça a bien marché. J'ai vendu les 2 tours en 15 jours. Une tour 35 étages par étage et une tour, il y avait 456 appartements en 15 jours. Et la vente, c'était tu rentres dans mon bureau, tu décides en 15 minutes. Si t'as pas décidé, tu sors au prochain. Ah ouais, c'était... C'est celui qui me demande une info sur la machine à laver, je lui dis non mais on s'en fout en fait. C'était un peu comme du trading aux États-Unis. C'est comme si tu mets tant, tu ressors avec tant, c'était un produit financier. Et ça marchait. Et c'était très difficile à l'époque, quand même, malgré les warnings que j'avais, de comprendre que c'était une bulle. Parce que même le cheikh Mohamed Al Maktoum, il ne le savait pas. Même les présidents, les banques, les institutions, les grands groupes investissaient énormément à Dubaï. Donc, on ne pouvait pas savoir. Mais il y a eu la crise. Et là, j'ai tout perdu. Alors, je t'explique. Ouais. Explique-nous. Alors, non. Avec ce business-là,
j'ai fait beaucoup d'argent. Okay. Et très vite. Et c'est d'ailleurs une expérience qui m'a énormément servi. C'est-à-dire que j'ai fait comme ça et j'ai fait comme ça. J'ai tout perdu. Enfin, j'ai tout perdu. J'ai beaucoup perdu très vite, d'un coup. Et j'avais pas du tout la maturité à cette époque-là pour vivre cette faillite. J'étais très jeune et la faillite, ce n'était pas que gagner beaucoup d'argent et perdre beaucoup d'argent. C'était vivre tout ce qui se passe autour à ce moment-là. Parce que quand je gagnais beaucoup d'argent, les gens faisaient beaucoup de compliments à mes parents en disant « Waouh, votre fille elle a réussi ». J'étais interviewée par le New York Times. Tout le monde me disait « Waouh ». Tout le monde voulait m'inviter au resto, être ami avec moi. Je passais mes week-ends sur des yachts. C'était la vie comme ça. Et quand je suis tombée, alors là, il y avait plus beaucoup d'amis. Tout le monde m'a montré du doigt en disant « Mais elle aurait dû savoir, elle aurait dû être au courant ». Et ça, c'était extrêmement difficile pour moi à vivre parce que j'étais pas préparée. J'avais pas d'outils pour vivre ça. Et donc, toutes les étiquettes qu'on me collait, eh ben, je les gardais sur moi. J'acceptais que j'étais comme ça, la fille pourrie qui aurait dû savoir. Et ça, c'est une leçon qui m'a énormément servi. Ne serait-ce que par rapport à la relation à l'argent. Parce que quand j'ai gagné beaucoup d'argent, très vite, franchement, j'ai perdu mes repères. J'ai perdu mes repères, pas mes valeurs. Ça, j'ai toujours resté dans l'éthique. Et pourtant, il y avait 1000 tentations pour ne pas rester dans l'éthique. Par contre, j'étais devenue très imbue de ma personne. J'étais obsédée par faire des millions et ça m'intéressait pas en fait ce qui tournait pas autour du boulot. Je bossais tout le temps. Je me rappelle une anecdote, j'étais sur Sheikh Zayed Road avec mon chauffeur, j'avais une grande limousine et j'ai eu des hauts le cœur parce que j'avais bossé non-stop, j'avais pas mangé, enfin je prenais pas du tout soin de moi. Et j'ai dit arrêtez la voiture. J'ai vomi sur la route, je suis remontée dans la voiture, Ah ouais. J'ai continué les rendez-vous. J'étais dans une sorte de tourbillon. Je faisais ouvrir les boutiques à 11h du soir pour faire mon shopping. Je parlais pas aux gens qui allaient pas être des investisseurs potentiels. Si on m'invitait à un dîner et qu'il y avait pas d'intérêt business, j'y allais pas. Ah ouais, okay. Je te parlais même pas en fait. Ouais. Waouh, d'accord, ok. Non, j'étais vraiment devenue c'est 3 points de suspension. Non, j'étais vraiment une personne qui ne me plairait pas du tout d'être aujourd'hui. Et donc, la vie m'a donné une bonne claque. Donc, si je comprends bien, tu fais donc, comme ce que tu avais dit, tu faisais de la prévente, donc de la vente sur plan. Oui. T'as tout liquidé avant que le bâtiment prenne forme. Ouais. Il y a eu la crise avant que le bâtiment prenne forme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Oui, vas-y, pardon, je t'ai coupé ta question. Non, en fait, c'est juste pour ça, c'est entre le moment où tu fais la prévente et où le bâtiment doit se construire que là, il y a eu la crise, en fait. Oui, il y a eu la crise. Et en fait, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à l'époque, les promoteurs ne sont pas financés par des banques. Ils sont financés par les paiements des investisseurs qui achètent en donnant 10%, 20%, 10%, 20%, etc. Donc, la personne qui vit la crise, qui est en Russie, en Iran, à Londres, qui sont des clients à l'international et qui vivent des problèmes, ils sont dans une optique d'épargne. Ils sont plus dans une optique d'investissement. Ouais. Et donc, ils se disent, même si j'ai mis 30%, je préfère perdre ce que j'ai mis et ne pas continuer et me retirer du projet. Ah ouais. Donc, tu peux pas construire, en fait, la tour. Et toi, tu as mis des chèques qui sont des paiements de plusieurs millions d'euros sur le terrain. Donc, si tu as mis 4 millions d'euros ou 6 millions d'euros, bah, tu les perds, en fait. Et t'as fait comment du coup après? Bah j'ai perdu, j'ai tout perdu, je peux pas continuer, j'ai perdu et voilà. Et game over. Game over et alors là je suis non, et là chaud, par contre, ouais. j'ai vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment perdu confiance en moi. Je me suis dit oh là là, je suis nulle, j'ai pas su faire, j'avais un énorme poids, culpabilité, j'étais pas bien. Je suis retournée en France. Et puis bah là j'étais pas bien. Là je suis restée je sais pas plusieurs mois, 1 an au fond de mon lit. Je regardais les feux de l'amour à la télé en boucle. Ah oui. J'étais pas bien. Je sortais plus, j'avais pas confiance en moi et voilà. Ah, j'étais dans le néant là. Sacrée aventure. Hein. Ah ouais là par contre OK. Et parce qu'en fait ce qui est fou c'est comme tu dis c'est que d'une certaine manière tu vivais un peu la fast life en fait. Et puis ouais là j'avoue là c'est quand même grosse redescente et donc quand tu reviens en France les 1 an t'es là pendant 1 an tu étais déprimé voilà t'étais pas bien qu'est-ce qui fait que donc à un moment du coup tu sors de ce je sors ou je ne sors pas ou je sors à moitié ou je sors de manière pas vraiment sortie. Je fais des choix dans ma vie, j'avance dans ma vie.
Je vais à Madagascar. Mes parents, mon frère était à Madagascar, sont natifs de Madagascar. Je me marie, voilà, et puis je vis des challenges dans ma vie personnelle où ça a été encore compliqué, donc ça ajoute encore de la lourdeur et de la difficulté dans ce que je vivais déjà. Je ressors d'une expérience personnelle encore moins bien, pas bien du tout. Ouais. Entre-temps, j'ai accouché de ma fille, et puis j'ai décidé de partir, enfin de mettre fin au mariage, avec une séparation difficile. Et à ce moment-là, peut-être comme dans un instinct de survie, je me vois en fait à l'extérieur, je dis mais c'est quoi ta vie en fait là ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je te retrouvais plus trop. Ah non, et là je crois, et je me suis dit bon, ok, on arrête tout ça. Et je me suis dit bon, j'ai été une businessman, j'ai travaillé, j'ai su travailler, je vais me remettre à travailler. Et alors, pour me remettre à travailler, ça commence par, faut que je fasse garder ma fille, parce que je vais avoir des factures à payer, je vais devoir. Et alors là, j'avais un choix. J'aurais pu, et c'est un peu ce que ma famille me poussait à faire, dans énormément de bienveillance et de soutien. Ils m'ont énormément soutenue dans cette épreuve. Je pouvais, me dire, je vais me reposer, je vais vivre dans la grande maison familiale. Voilà, j'ai pas de besoin financier, je vais vivre avec eux et voilà. Et je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie. Bon, je voulais avoir mon appart à moi, même petit, je voulais payer mon loyer, je voulais être indépendante. J'ai toujours voulu être indépendante. Et donc je me suis dit, faut que je fasse garder ma fille. Et j'ai commencé à organiser des entretiens pour une nounou, pour faire garder ma fille. Oui. Et je rencontre un tas de femmes malgaches. Et dans ce recrutement-là, je n'ai pas trouvé la nounou, mais je suis tombée sur une femme qui m'a marquée. Je suis tombée sur une femme qui parlait pas bien le français, donc elle pouvait pas être la nounou, mais elle m'a touchée par son histoire. Récemment séparée, séparation problématique, difficile, avec une fille à charge. Je me suis reconnue en elle. Je me suis dit, vous pouvez pas être nounou, je peux pas vous recruter, mais j'ai vraiment envie de vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, elle m'a sorti 2 crochets de son sac. Elle m'a dit, moi, je sais faire du raffia. Je dis, qu'est-ce que vous savez faire ? Je sais faire du raffia. C'est quoi le raffia ? Je savais pas ce que c'était. Et c'est comme ça, elle m'a dit, madame, laissez-moi venir demain avec 2 copines, puis on va vous montrer. Ils ont emmené des bottes de raffia. Ils ont commencé à crocheter le raffia. Et moi, j'avais un dîner la semaine d'après avec les membres du corps diplomatique à la maison. Et moi, je suis une folle de l'art de la table. J'adore ça. Ah ouais, oui. C'est ma passion. Je trouve, je peux passer 5 heures à faire une table. Et donc, j'ai dit, on va faire des sets de table. Et donc, on a fait des sets de table que j'ai présentés à mon dîner, qui ont énormément plu. Et voilà comment mon business est né. J'ai dit à Antje, je lui ai dit, on va faire des sets de table et on va les commercialiser. Et c'était ça mon travail. Alors tu disais effectivement que ta vie c'est un film, en fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est waouh. Ah ouais, d'accord. Comme quoi en fait, il y a des rencontres dans la vie, tu sais pas, mais en fait ça va changer, ça peut changer énormément de choses. Ça va changer des choses. Beaucoup de rencontres, beaucoup de chance, beaucoup de personnes bienveillantes sur mon passage. La période personnelle où je suis passée par les tribunaux, j'ai eu tellement d'anges gardiens qui se sont mis sur mon passage. La vie apporte des challenges, mais elle t'apporte toujours ceux dont tu as besoin pour te faire grandir. Et je sais qu'à certains moments, c'est difficile de l'entendre, parce qu'on vit des trucs quand même de dingue. On se dit, non, mais là, c'est pour m'apprendre, là, c'est pour me faire grandir, sans déconner. Mais oui, avec le recul, on se rend compte que oui, que ce soit mes challenges dans ma vie perso, ou que ce soit cette faillite à Dubaï, ou que Dieu merci, j'ai vécu tout ça. Ça m'a tellement appris. Ça m'a tellement fait grandir. Donc voilà, tout ça m'a beaucoup servi. Et donc, en fait, au début, donc tu commences avec des articles pour l'art de la table. Avec juste la dame ou avec ces deux amis aussi? Avec ces 3 amis. 3 amis, du coup. Peut-être 4 ou 5 artisanes au début. Ouais, un petit atelier un peu, tu prends un local. Ouais. Et tu commercialises que localement. Ouais. À ce moment-là.
Et puis après, j'ai eu un premier client à Londres, un tout petit client dans l'art de la table. Et puis ce client, après ça a été le bouche à oreille. En fait, j'ai jamais fait de prospection, c'est vraiment cette boîte qui a parlé à une autre, qui est arrivée jusqu'à des marques de luxe, des groupes de luxe, groupe LVMH et autres. Et ça fait maintenant 7 ans, 8 ans qu'on sert les marques de luxe à l'international. Mais ça a été que via le bouche à oreille voilà, c'est une boîte sérieuse, et on a grandi comme ça. 50, puis 100, puis 300, puis 700, puis 1200 artisans. Waouh, ok. Alors justement, peut-être par rapport à ces différents jalons, en tout cas en termes de nombre de collaborateurs, de paliers, comment tu te structures? Parce que bon, au début vous êtes 5 dans un petit atelier, j'imagine tu peux plus ou moins tout gérer, j'imagine. Mais après, quand tu passes ces différents caps-là, comment ça se passe? C'est quoi un peu le process qui se passe dans ta tête? Tu te dis comment est-ce que tu priorises tel recrutement plutôt qu'un tel? Comment tu trouves les personnes? Parce qu'en soi, oui, recruter c'est bien, mais effectivement faut trouver les personnes. C'est sur le marché du travail, je pense. Quand on cherche à recruter, je pense, des personnes, notamment à Madagascar. Bon, j'imagine que c'est difficile partout, mais je trouve que c'est particulièrement dur à Mada parce que t'es en compétition avec éventuellement des très grands groupes, avec des grosses boîtes qui peut-être en termes de conditions salariales peuvent éventuellement peut-être proposer plus. Comment est-ce que tu fais un petit peu pour t'organiser? Alors, déjà par rapport à la croissance, moi il a fallu que je me structure très vite parce que ça allait plus vite que la musique en fait. Ah ouais. Hein. J'avais plus de commandes que de capacité de production et donc alors il y a aussi un engouement énorme autour du raffia, hein. Et donc il a fallu aller très très vite. Donc mettre en place des process, structurer, avoir des équipes autonomes, structurer tous les départements pour professionnaliser l'entreprise qui ne l'était pas du tout au départ. Donc ça c'est. Après j'ai eu un moment où il y avait une croissance qui était possible que j'ai refusée. Parce que j'ai freiné, disons. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir beaucoup plus de commandes, mais que je n'ai pas pris délibérément, parce que je me suis dit, c'est très important, et surtout dans l'industrie du luxe, qui est un petit monde, de ne pas prendre des commandes si on n'est pas capable à 1000% d'honorer nos engagements. Et ça, à mon avis, dans la vision très long terme que j'ai, on fait pas du one shot. On est là pour durer. On prend pas si on n'est pas sûr de respecter ses engagements en termes de délai, en termes de qualité. Donc, quand je suis pas sûre et que je suis pas prête, je dis non pour l'instant, mais ça sera pas pour tout de suite. Cette relation à l'argent que j'ai maintenant me permet de ne pas être que chiffre d'affaires et bénéfice. Je suis pas, bien sûr que j'ai une entreprise et qu'elle doit tourner et qu'elle doit être lucrative, mais je suis pas dans cette recherche avec une course ou une comparaison avec les concurrents où je dois faire plus, où je dois être leader de mon marché. Non. Je veux faire bien les choses, je veux me respecter moi-même, respecter mes valeurs et être à notre rythme aussi. Je peux pas recruter n'importe comment, je peux pas. Chez nous, quand les gens rentrent, ils ont une certaine longue période de formation avant d'être au standard que nous on veut pour servir les clients. Donc, on peut pas en fait faire n'importe quoi. Donc, pour répondre à ta question sur le recrutement, ça c'est vrai que c'est un défi d'entrepreneur. Et quand je parle aux autres chefs d'entreprise, d'ailleurs partout en Afrique, pas qu'à Madagascar. Là, dans le cadre du programme de Stanford, j'ai été en relation avec 150 chefs d'entreprise de partout en Afrique. On a tous les mêmes problématiques en termes de recrutement. Moi, je ne recrute pas par rapport au diplôme ni par rapport au parcours académique. Je recrute par rapport à la personne. Donc, c'est un entretien de personnalité que je vais avoir. Et voilà. Après, c'est dur de trouver les gens. Parfois, on se trompe. On change. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une équipe qui est impliquée, qui se sent concernée, qui a un sentiment d'appartenance, parce que on n'est pas feel good parce que c'est un nom marketing sympa. On veut incarner vraiment le concept d'être feel good, de se sentir bien dans l'entreprise. Et aujourd'hui, du coup, toi personnellement, tu te sens bien maintenant parce que, comme tu disais, fut un temps où c'était un petit peu plus difficile, mais aujourd'hui, ça, tu te sens bien? Alors, oui, je me sens bien, mais je suis pas arrivée. Je pense qu'on n'est jamais arrivé. C'est le chemin qui doit être agréable, mais on a toujours des objectifs, on a toujours ce jeu de vouloir aller plus loin. À partir du moment où on se fixe des objectifs pour soi et pas pour impressionner ou dépasser ou
Les autres, je trouve que c'est sympathique le chemin. Alors, je reviens un peu peut-être par rapport à, tu disais effectivement, donc aujourd'hui t'es dans le monde du luxe. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour justement, imaginons que je sois un nouvel entrepreneur, peu importe le service ou le produit que je propose. Selon toi, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre un pied dans ce monde du luxe-là, et surtout le monde du luxe avec vraiment les standards internationaux, tu vois, vraiment avec ces grandes marques qui ont déjà collaboré avec les plus grands noms, qui sont présents partout dans le monde. Comment est-ce que tu fais pour dire, écoutez, moi, je suis là et je peux faire quelque chose? Parce que j'imagine que au début, quand on connaît pas les gens, c'est comme partout, hein, les gens, forcément, c'est difficile pour eux de tout de suite donner la confiance si jamais ils te connaissent pas, si t'as pas fait tes preuves, etc., etc. Ou si t'es pas recommandé. Bon, peut-être si t'es recommandé, c'est peut-être plus simple. Mais toi, ce serait quoi tes conseils? Nous, au début, c'est parce qu'on a été recommandé. Okay. Et on a été recommandé parce qu'on a été bon, à notre petite échelle. Je reviens encore sur la compétence. On peut pas demander à une marque de luxe de travailler avec nous si on n'est pas sûr de donner la garantie de faire du bon travail. C'est-à-dire que c'est pas tout de rentrer. Je trouve que le plus difficile, c'est de garder une marque de luxe qui, là, ça fait 8 ans qu'on est renouvelé d'année en année. Et c'est ça le plus difficile, parce que une marque de luxe, elle a un cahier des charges qui est comme ça. La tolérance, elle est de quelques millimètres, alors que c'est un travail manuel. On doit avoir l'assurance d'avoir une structure derrière qui va pouvoir garantir le job. Et donc là, c'est vraiment de faire un travail de qualité. Parce que sinon, on n'a pas la confiance comme ça, juste pour nos beaux yeux, parce qu'on est potes avec les gens. C'est parce qu'on fait du bon travail que les marques nous renouvellent leur confiance. Sinon, ils nous éjectent, quoi, en fait. Tu disais tout à l'heure, tu faisais mention que tu avais fait un programme avec Stanford. C'est déjà peut-être d'où t'es venu peut-être l'envie d'étudier. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier que tu as vu, en fait, que tu as ressenti, tu te dis, ok, bon là peut-être ce serait sympa en fait si jamais je continue à me former ou... Alors, me former, ça c'est vraiment, je pense que ce qui me fait être là où je suis aujourd'hui, c'est que dans mon creux là, après mes soucis faillites et soucis perso, j'ai décidé de me former. Donc là, déjà, depuis 2015, je me forme non-stop. Il n'y a pas une année où j'ai pas acheté une formation, où j'ai pas fait un séminaire, où j'ai pas fait une immersion. Ça, c'est ultra important pour moi. J'adore ça. Et tout mon investissement financier, la majorité, ça va là-dedans. Ensuite, Stanford, pourquoi? Il y a eu une première cohorte qui est passée. Le programme Stanford est très sponsorisé à Madagascar. Donc, on a la chance de le toucher à un prix extrêmement intéressant par rapport au prix normal. Et j'ai vu les résultats sur la première cohorte et je me suis dit, j'ai envie de tenter. Et j'ai bien fait parce que c'est un programme qui est très intéressant et surtout, il match avec ma façon de voir les choses. Stanford, ils disent, via le secteur privé, via le business, les chefs d'entreprise peuvent avoir un impact social ou autre important dans le pays où ils travaillent. Et c'est comme ça qu'on va carrément éradiquer la pauvreté en Afrique. Et j'y crois vraiment. Parce que on peut se dire, oui, on attend ça du gouvernement, des institutions, mais qu'est-ce que nous, on peut faire tous les jours pour que ça soit mieux dans la vie des gens, en fait. C'est vraiment ça, quand je crée un nouveau business, une nouvelle activité dans le groupe Feel Good, c'est comment ça peut impacter les femmes. Moi, je suis attachée à la condition des femmes, à ce que les femmes soient épanouies. Parce que justement, il y a eu un moment où moi, je l'étais pas du tout. Et j'ai acquis des outils via mes formations qui montrent qu'une femme peut tout réussir, tout avoir. C'est pas mon cas aujourd'hui, mais je dis qu'une femme peut, avec des outils, s'en sortir. Et je veux, encore une fois, comme quand j'ai appris les 100% à la place des 3% à Dubaï, quand je sais que ces outils existent, mais je vais pas les garder pour moi. Je veux que toutes les femmes soient au courant et qu'elles l'appliquent dans leur vie. Parce qu'on peut se relever de choses incroyables qu'on a vécues. Parce qu'on peut y arriver, parce qu'on mérite tout. Donc, à partir du moment où mon business peut avoir un impact sur les femmes avec qui je travaille, que ce soit les artisanes, les équipes ou même mes clientes, je choisis d'y aller. Et Stanford, c'est vraiment ça. C'est comment on peut avoir un impact sur les communautés avec lesquelles on travaille. Et est-ce que tu penses que dans le programme, c'est là où on gagne le plus de valeur, c'est sur l'aspect technique, plutôt le côté réseau, ou est-ce que ce serait plus
donc tu parlais, enfin, il y avait un alignement de vision en fait entre toi et ce que c'était à proposer, ou est-ce que c'est plus sur le mindset du coup? Franchement, c'est tout. C'est tout, c'est vraiment pas le tout. package. Ouais. C'est tout parce que on a accès à des professeurs de niveau incroyable en étant extrêmement sponsorisés, donc c'est une chance folle, ne serait-ce que d'avoir un cours, de les côtoyer, de pouvoir leur poser des questions quand on est en immersion au Kenya ou au Ghana, c'est incroyable. Ensuite, le réseau, parce qu'on est en réseau avec 150 autres chefs d'entreprise qui vivent les mêmes challenges que nous et avec qui on a des brainstorming et des relations. Donc, on tisse un network qui est top. Et puis, technique, parce que les Business Transformation Advisors, ils viennent dans ton entreprise à Madagascar former tes équipes. Ah, en plus. Donc, techniquement, concrètement, de manière extrêmement pragmatique, ils t'apportent beaucoup. Wow, pour moi, c'est vraiment les trois... Ouais. Les trois avantages de ce programme. Là, c'est vrai que tu me rappelais, mais en fait, Feel Good aujourd'hui, c'est un groupe. Donc, en termes d'activité, la première activité que t'as lancée, du coup, c'était orientée sur le raffia. Oui, groupe Feel Good, donc les ateliers Feel Good, ateliers d'export d'accessoires en raffia haut de gamme. Ouais. La marque Madame Feel Good, qui est une marque de fashion, mais très particulière. Et puis, l'école Feel Good, où je suis formatrice et coach de programmes pour les femmes, pour le développement personnel et professionnel. Mais la marque Feel Good, par exemple, pour donner un exemple, c'est une marque fashion, mais qui correspond à qui je suis, qui correspond à mon parcours, à ce que j'ai appris. Je veux, via cette marque, avoir une transmission, comme une marque de mentorat pour les femmes, pour leur faire bénéficier de mon expérience, de ce que j'ai. Je sais pas tout, je suis pas comme un professeur, mais je suis là pour partager en tout cas tout ce que j'ai vécu, en termes d'échecs, de réussite, pour que ça fasse prendre des raccourcis aux femmes, en fait. Et donc, c'est une marque. Alors, comment expliquer cette marque? C'est tellement particulier. C'est une marque où tous les articles sont porteurs de sens. C'est une marque où la femme va être accompagnée au quotidien avec un talisman, comme un rappel. C'est une marque où, quand elle choisit son sac le matin, de porter ce sac, elle le choisit en conscience parce qu'il va lui rappeler un message qui est important pour elle et qui va définir son succès dans la vie, qui va lui permettre de se choisir chaque jour. On a dans la collection un sac, par exemple, qui est le sac Rose Infini et qui est le sac de la manifestation de l'abondance en termes de finances, de temps, d'énergie, de vitalité pour la femme. Un sac qui s'appelle Quintessence, qui est le rappel de ses essentiels. Je sais pas si ça te parle. Non, mais j'arrive un peu à imaginer, C'est vivre. Parce qu'en fait, quand je parle avec mes copines ou avec mes clientes même, c'est pas qu'on ne sait pas les choses. On sait très bien qu'il faut vivre selon ses essentiels. On sait très bien ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi. On sait très bien ce qu'il faut faire pour peut-être être épanoui ou... Le truc, c'est qu'on oublie. Au quotidien, on oublie, en fait. On va à une conférence, un séminaire, on est comme ça, là, on est, tu sais, hyper remonté, punchy, on est inarrêtable. Après, la vie reprend le dessus, les doutes, les peurs, et on oublie. Et cette marque-là, c'est pour avoir des talismans qui nous le rappellent tous les jours. C'est bien vu, ça. Notre force, notre résilience, notre beauté. Waouh, ok. Et cette marque, tu la commercialises, c'est local, tu l'exportes, Les deux. Les deux? Les deux. Okay. Enfin, les deux. Parce qu'à chaque fois, on me disait, je dis non, c'est que pour l'export, non, j'ai rien ici. Et maintenant, on peut, se procurer des pièces de Madame Feel Good à Madagascar. D'accord. Aussi. Ça, c'est beau, ça. Et la troisième activité, qui est donc, l'école, où donc là, c'est quoi? C'est tu organises des séances d'accompagnement. Comment ça s'articule un petit peu? Comment ça se manifeste un peu? Il y a plusieurs programmes qui sont en présentiel ou en ligne, ou souvent en mix. Sont des programmes, donc en fonction du sujet, d'accompagnement en performance en entreprise, donc pour les cadres aux dirigeants ou les chefs d'entreprise qui veulent scaler leur business, ou bien des programmes en développement personnel pour être plus résilient, se sentir mieux dans sa vie, mieux dans ses baskets, être plus confiante, se sentir mieux dans sa peau. Mais là, construire une vie qui est alignée avec qui on est vraiment. Et là, c'est uniquement pour les femmes? Pour les femmes. Pour les femmes, d'accord. Alors, business, c'est mixte pour les deux. Et le programme de développement personnel, c'est pour les femmes. C'est par rapport vraiment à mon vécu,
Et cette marque d'ailleurs, Madame Feelgood, est très liée à l'école parce que c'est un sac, une masterclass. Donc quand on se procure une pièce qui peut être haute couture, on a aussi un enseignement qui va avec le sac. C'est-à-dire que on n'achète pas Rose Infinie pour porter Rose Infinie. On achète Rose Infinie pour manifester l'abondance dans sa vie chaque jour. Comment je fais? Aujourd'hui, je suis une femme, je veux les finances, je veux le temps, je veux le couple de ouf, je fais comment pour manifester tout ça? Donc Rose Infinie va me le rappeler tous les jours, mais j'aurai un plan d'action. Comment je fais pour manifester l'abondance? Wow. Ok. Wow. Un sac, une masterclass. Ok. Wow. Et après aussi, elle rentre dans un espace de mentorat où je partage de ma vie de chef d'entreprise mes expériences au quotidien 2-3 fois par semaine en fonction de... Ah, quand même, 2-3 fois par donc semaine. elles font partie d'un cercle privé qui est fermé et où je leur parle à elles. Ça s'appelle Entre nous. C'est vraiment très confidentiel, très personnel, où je dis des choses en toute transparence, en toute vulnérabilité. Je partage comment je vis des défis, comment je m'auto-coach pour faire face, mes doutes, mes peurs, mes combats. Wow. Je pense que c'est vraiment super ce que tu fais parce que déjà à grande échelle, effectivement, tu as beaucoup de collaboratrices, donc c'est vrai que forcément tu impactes aussi leur vie de par l'expérience, le purpose que tu leur donnes aussi, puis la rémunération, mais aussi au travers de ton programme aussi, je pense que tu réponds à un vrai besoin où je pense que, bon, par exemple, je vois par exemple les jeunes mamans, par exemple, dans mon entourage, ma femme est jeune maman, j'ai de la famille, des amis qui sont devenus jeunes parents, et par exemple, ne serait-ce qu'à ce stade de la vie là, c'est vrai que par exemple, on peut se poser beaucoup de questions, tu vois, genre par exemple, tu es maman, alors oui, en théorie tu vis la parenté à deux normalement, mais c'est que la maman a comme une place extrêmement centrale dans le développement du bébé, et en même temps peut-être que la maman elle a aussi ses projets perso, elle a peut-être ses rêves qu'elle souhaite concrétiser, etc. Aussi, généralement après l'accouchement, il y a aussi le corps de la femme qui change. Bien sûr. Tout ce qu'on peut vivre. Voilà, tout ça en fait, effectivement, c'est vrai que je pense que le fait que tu puisses proposer un accompagnement qui permette de se retrouver un peu, de se réaligner sur qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on fait, c'est cool. Je pense que on est souvent à des phases de nos vies où on a besoin de mettre de la clarté et de se recentrer pour comprendre qu'est-ce qu'on veut. Parce que parfois, on vit sa vie un peu en mode automatique, mais sans vraiment savoir, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi nos essentiels? Quand je dis nos essentiels, c'est qu'est-ce qui est important pour nous? Parfois, je vois des femmes, et ça m'est arrivé aussi, de passer notre vie, notre quotidien est rempli de choses qui, à 90%, ne sont pas nos essentiels. C'est-à-dire que ce qui est ultra important pour nous, on va passer notre vie à faire autre chose et être dans une course ou à la vie de quelqu'un d'autre et à passer sa vie à vivre à côté de la plaque, en fait. C'est ça qu'on appelle l'alignement. C'est quand on dit qu'on est aligné, c'est qu'on vit en fonction de ce qu'on veut, de qui on est vraiment, pas en fonction de ce que les gens attendent de nous, des injonctions de la société, des standards de réussite de la société. La société dit une femme, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle ait ci, qu'elle ait ci, qu'elle ait ça. Mais est-ce que pour toi, ça compte? Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce que toi, tu t'en fiches complètement et tu serais heureuse avec ça, qui a rien à voir? Et que peut-être que la société va dire, celle-là, elle est malheureuse, elle n'a que ça. Ouais, mais si toi, t'es heureuse avec ça. Comment on remet de la clarté dans tout ça? Et comment on fait pour nourrir notre lumière intérieure? Parce que notre lumière intérieure, elle crée notre réalité extérieure. Ces femmes que tu accompagnes, elles, on va dire, elles ont toi comme guide, mais quand toi, tu as besoin d'apporter de la clarté dans ta vie, toi, comment tu fais, du coup? Tu te auto... Ah non, je suis coachée. Ok. Moi, j'ai toujours eu un coach, des mentors, des coachs. Je fais partie de mastermind avec des femmes. Pour moi, c'est essentiel. Depuis que j'ai ça, et surtout que je me forme, je pourrais pas faire sans. C'est très important pour moi. Et je trouve, c'est mon avis personnel, que tout le monde devrait être accompagné. Parce qu'on doit lutter contre notre ego tous les jours. Et avec tout ce qui se passe, on est souvent rappelé, piégé par la vie. Est-ce qu'avec tout ce que tu fais, tout ce que tu as vécu, est-ce que tu penses que c'est possible
d'avoir, est-ce que tu penses que c'est un mythe, ce qu'on appelle donc l'équilibre pro-perso? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je vise à avoir cet équilibre. Mais je crois que je l'ai pas encore atteint. Et je me dis que moi, mon luxe, ce serait quand je suis libre de mon temps. Pour moi, le luxe, c'est le temps aujourd'hui. Et la paix intérieure et cet équilibre parfait, en me disant que ça sera jamais parfait entre vie pro et vie perso. Je l'ai pas encore atteint, mais je suis persuadée que c'est possible avec de la compréhension, le fait de vivre en conscience et de l'organisation. Ouais. Je me dis que ça peut le faire. Il y a moyen. Avec des outils qu'on applique, qu'on se rappelle tout le temps, il y a moyen. Pas un équilibre parfait. Il y a des périodes aussi où on se dit, OK, bah là, c'est plus boulot. Ouais, c'est vrai. Et il y a des périodes où on peut se permettre que ça soit plus perso. Quand je suis partie, là, 2 semaines avec ma fille, c'était que perso. Il y a des périodes où là, je vais avoir un lancement, bah, je suis pas souvent à la maison et c'est pro. Et ce week-end, je vais travailler. Wow. Donc, ça dépend aussi des moments et c'est OK. Oui, en fait, je pense que c'est vraiment ça. Le fait que tu dises que c'est OK, je pense que c'est hyper important parce que parfois, quand on est entrepreneur, parce que du coup, on n'a pas les horaires classiques 8-16 heures, par exemple, et on peut parfois peut-être se sentir coupable, se dire... Là, aujourd'hui, ce week-end, je serai pas trop dispo. Le cinéma, laisse tomber, c'est pas possible. En plus, t'as une fille qui est déjà en pleine conscience, tu vois. Donc, du coup, il faut que tu expliques. Mais bon, pire, si le bébé, il est là, peut-être qu'il comprend pas trop, tu vois, de ce qui se passe. Donc, au pire, voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi, je pense, très important. Ou si on est entrepreneur et qu'on est en couple, c'est important d'avoir vraiment le soutien de son conjoint, de sa conjointe, parce que franchement, ça demande des sacrifices. Ouais. Et je pense que c'est comme pour tout, c'est une question de choix. Si tu choisis la voie d'entrepreneur, tu prends les avantages et les inconvénients. Et il y a les deux. Pareil, si tu choisis la vie de salarié, qui est aussi très bien, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. C'est en fonction de qui on est, de s'écouter et après d'assumer. Moi, si je suis une entrepreneur après ça dépend de ce qu'on veut, de l'ambition, et c'est OK aussi de pas avoir d'ambition. C'est OK de pas vouloir bâtir un empire. Mais si on veut, on doit faire ce qu'il faut. J'ai souvent des clientes qui me disent mais je veux ça, je veux être comme toi sur ça. Mais est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour avoir ça? C'est pas toujours le cas. Parce qu'une fille qui veut être mannequin et qui veut rentrer dans un 36 toute sa vie, elle fait des choix. Il y a des choses qu'elle pourra pas manger, c'est tout. Et c'est des choix et il faut les assumer. Moi, par exemple, je pourrais jamais. Je suis une épicurienne née. J'aime trop manger. Je suis trop gourmand. Je pourrais jamais. C'est des choix. Je décide de rester avec mon 40. Maintenant que là, aujourd'hui, t'as un groupe, t'as 3 pôles d'activité, tu collabores avec beaucoup de personnes. Ce serait quoi pour toi le next step où dans 5-10 ans, tu verras où ton groupe parce que en soi, tu pourrais même te dire je m'arrête là, et si tu me dis ça, c'est que s'il y a pas de souci non plus, je pense, mais il y a plusieurs projets. OK. Encore. De faire grandir déjà les activités existantes. Pour moi, c'est d'avoir de l'impact sur encore plus de femmes, que ce soit via l'école, via la marque ou via l'artisanat, et faire briller Madagascar. Madagascar a de tels talents. Je ne comprends pas comment on peut encore dire Madagascar, Vita Malagas, c'est genre bas de gamme. On sait faire du luxe, on peut faire du luxe et je veux qu'on le prouve au monde entier en fait. Je veux que Madagascar soit sur la scène. Et ça peut se faire via de multiples secteurs et tous mes projets vont dans ce sens-là. L'autonomisation des femmes, pourquoi ? Pas parce que ça fait bien, je suis persuadée qu'une femme, quand elle est indépendante, financièrement, elle a le choix de sa vie. Que ce soit le choix de penser, de décider, de dire oui, de dire non, de faire, de ne pas faire, elle a le choix de sa vie. Ça, c'est très important. Donc, tous les projets, dans 5 ans, ils vont dans cet axe-là, dans cette direction-là. Après, pour moi, personnellement, c'est libre de mon temps. Quand j'arriverai à être complètement libre de mon temps, je pense que je serai au top. Wow, ok, excellent.
Parna, on approche de la fin de notre discussion. Ouais. Ma dernière question, mon avant-dernière question du coup, serait est-ce que peut-être il y a des sujets, des expériences, des vécus ou des réflexions que tu souhaiterais partager et qu'on n'a pas abordé en fait lors de notre discussion? Non, alors oui, bien sûr, il y en a plein, mais je crois que la principale chose qui m'a servi et que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, à ton audience et surtout aux femmes, je dis toujours dans le groupe Feel Good, make the choice to feel good. Alors ça peut paraître un peu, ouais, c'est facile, mais en fait non, c'est une décision. On n'a pas d'impact sur ce que la vie nous envoie comme coup ou comme, mais on a un impact tous les jours sur la manière dont on va réagir à ça. Donc les blessures, les trahisons, les challenges, tout ce qu'on peut vivre. Comment nous on décide d'y réagir? Comment on décide avec les cartes qu'on a en main, qu'est-ce qu'on décide de faire? Make the choice to feel good. C'est un choix. C'est une manière dont on va percevoir la vie, dont on va vivre en conscience, pas selon des programmes, des conditionnements. Make the choice to feel good, ça change beaucoup de choses. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a énormément servi, c'est de contrôler, de maîtriser la qualité de nos pensées. C'est la qualité de nos pensées qui crée notre joie dans la réalité du quotidien. Donc c'est d'avoir ce pouvoir, encore une fois, vivre en conscience, c'est-à-dire de faire le filtre entre ce qu'on met dans notre tête et ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. De faire le tri tous les jours dans nos pensées pour créer une réalité sympa dans notre vie et aller vers le succès qu'on a envie d'atteindre. Bah en fait, j'avoue que ma dernière question aurait été si t'avais un mot de fin du coup pour dire. C'était ça. Mais c'était ça, franchement, c'était tellement bien dit. Écoute Farna, moi, je veux te remercier déjà. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation, mais merci surtout d'avoir été aussi authentique dans nos échanges. Je sais que c'est jamais facile de s'exposer, de parler de son parcours personnel, professionnel, surtout quand on peut considérer qu'on a eu on dit qu'il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages, mais on va dire quand il y a des moments bas, c'est un peu plus difficile d'en parler. Forcément, quand on est au sommet, c'est toujours un peu plus facile. Mais merci d'avoir été aussi transparente. Franchement, moi, je suis sûr que il y a énormément de valeur à prendre dans la discussion. Et nous, ce qu'on peut te souhaiter au niveau de Storytown, c'est vraiment que tu puisses continuer à t'épanouir et à pouvoir réaliser tous les projets pro et perso que tu envisages et ambitionnes de mettre en place. Merci Axel pour ton invitation, de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité de parler, de m'exprimer, d'exposer mon parcours. Et puis bravo pour tout ce que tu fais parce que c'est vraiment incroyable. Merci.